Offensive. Je crois que c'est le 11e numéro ce soir que nous vous présentons. Nous vous remercions tout d'abord pour vos observations pour le tout dernier numéro que nous avons présenté la semaine passée. Je crois que c'était avec Mathieu Luboya. Ce soir, nous revenons avec une question aussi importante parce que cette émission fait pratiquement l'objet de la 3e tribune de la clinique électorale de la dynamique chrétienne pour les droits humains et de l'environnement, si je ne me trompe pas. Et ce soir, nous recevons son manager national, Maître Carlos Mopili. Je crois que, comme vous le savez déjà, c'est depuis hier que cette clinique électorale a dévoilé les contenus de sa 3e tribune. Ces contenus qui viennent tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de la classe politique concernant les conséquences, bien sûr, politiques, juridiques et même techniques si jamais il n'y aurait pas élection au 23 décembre. Et donc, il faudrait absolument, pour épargner le pays de toutes ces conséquences, cette crise, accepter d'aller aux élections avec la machine à voter. Nous allons analyser de fond en comble cette 3e tribune avec lui. Et vos questions et observations seront toutefois le bienvenu. Maître Mopili, bonsoir. Bonsoir, John Rungila. Bienvenue. Merci beaucoup. Clinique électorale, de quoi s'agit-il? La clinique électorale, c'est une section de l'ONG Dynamique Chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. D'autant que vous connaissez que les droits humains font partie aussi des droits civils et politiques. Et nous avons mis en place cette clinique électorale qui est composée de plusieurs experts interdisciplinaires en fait de donner de l'intelligence au processus électoral et aussi à la vie démocratique. D'autant que vous connaissez que dans notre pays, lorsqu'on fait la politique, on devient ennemi de la science. Très bien, mais c'est la 3e tribune pratiquement que vous venez de produire et dévoiler. Mais est-ce que vous n'avez que ça comme activité ou comme, je voulais dire, mission, la production des tribunes, la réflexion autour des sujets électoraux? Non, la clinique électorale, ici nous parlons précisément de la clinique électorale et non de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains, qui est une ONG qui date depuis 2011 lors de sa création et qui a beaucoup fait pour ce pays. Mais concernant la clinique électorale, elle produit, tel que je vous avais des tribunes, pourquoi des tribunes? Parce que c'est là où on donne de l'intelligibilité à toute question qui fait débat. Ça aide aussi comme conseiller aux parties prenantes du processus électoral. Ça travaille aussi dans le cadre de l'observation électorale, les sensibilisation, c'est-à-dire tout ce qui est éducation civique et sensibilisation électorale, mais dans le cyberespace, c'est pourquoi on parle de c'est-à-dire en ligne. Voilà un peu en grosso modo. Mais vous avez déjà produit 3 tribunes et les 3 tribunes pratiquement vous met, on a comme l'impression, en conflit avec l'opinion qui vous lit. La 2e tribune, c'était pratiquement catastrophique avec les études menées sur un sondage, menées sur les candidats et les chances pour chaque candidat de remporter ou d'être victorieux. Mais cette fois-ci, vous revenez avec les conséquences juridiques, politiques, techniques en cas de la non-tenue des élections. Mais ça vous met toujours en conflit avec l'opinion. Oui, mais c'est ça. Vous savez que la recherche, c'est la destruction des savoirs communs. Lorsque on prétend être intellectuel, vous devez être en contradiction avec l'opinion en général, les vergum vespus. Quand vous êtes avec les non-avertis, c'est le cas de Galilée, il dit c'est la terre qui tourne autour du soleil. Les évêques ne voulaient pas accepter ça. D'autant que dans la Bible, on dit que Josué avait arrêté la circulation du soleil. Donc, bibliquement parlant, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais Galilée vient pour démontrer le contraire. Et il a eu de sérieux problèmes. Donc, c'est là, il faut situer les choses.
Le problème, c'est que nous sommes là pour amener la lumière dans l'obscurité de savoir en politique. Nous avons trouvé une classe politique qui vous-même vous êtes conscient que ici on croit, qui utilise les concepts politiques sans savoir définir qu'est-ce qu'est la politique. Donc tout peut se justifier en disant c'est politique. C'est comme quelqu'un qui disait c'est la volonté de Dieu. Donc faire des bêtises c'est en politique. Trahir les amis, c'est la politique. Être débauché, en politique. Faites ceci, politiquement parlant. Et quand vous les posez la question, vous qui les recevez, le mot politique veut dire quoi? Il n'aura pas la définition. Alors que politique, c'est le niveau d'intelligibilité. Parce qu'un politicien, c'est celui qui joue le rôle de Dieu sur terre. Alors, dans cette troisième tribune, déjà, commençons par son intitulé. Ça pose déjà problème. Oui. Vous savez, nous allons mollo à mollo. D'abord, à la première tribune, nous avions donné les chances. On avait fait un sondage pour évaluer les différentes chances, donc les chances de différents potentiels candidats à la présidentielle. Et par pondération, on avait retenu 5 noms. À l'époque, c'était Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi Tshilombo, Adolphe Muzito et Matata Ponyo. Parce que Jean-Pierre Bemba était toujours détenu à La Haye. Et pour la deuxième tribune, c'était intitulé « À qui profiterait l'électorat des candidats à la présidentielle éliminés ?» Donc, on avait eu à sonder les états-majors de Moïse Katumbi, de Muzito et de Jean-Pierre Bemba. Et nous avions démontré que cet électorat profiterait premièrement à Félix Tshisekedi Tshilombo et puis à Vital Kamerhe, et que si les gens croyaient que ça profiterait au dauphin de Kabila, Emmanuel Chadar, les sondages ont démontré que non, non, ce n'est pas ça. Mais la majorité de l'électeurs aurait choisi ou avait choisi de s'abstenir. Mais pour la troisième tribune, on devrait trancher sur les débats sur la machine à voter. Alors, après notre analyse, parce que nous sommes au mois d'octobre et qu'il nous reste 2 mois et quelques jours pour aller au scrutin du 23 décembre, nous nous posons la question parce que le débat encore sur les rejets de la machine à voter existe. Et il y a certains acteurs qui font croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait la possibilité de rejeter la machine à voter. D'où l'idée de faire des analyses, pas des opinions, parce que les opinions sont vulgaires. Ici, ce sont des analyses scientifiques. Alors, nous nous sommes posé la question, quelles sont les conséquences? Qu'adviendrait? Y a-t-il possibilité qu'on rejette la machine à voter, qu'on les substitue parce que l'on veut le bulletin papier? Et si cela n'est pas possible, quelles sont les conséquences? Voilà ce qui était l'objet de notre curiosité scientifique. Et amenant cette curiosité, nous avons intitulé notre troisième tribune « Le rejet de la machine à voter signifie le rejet du scrutin du 23 décembre et par conséquent, c'est jeter la RDC, donc notre beau Congo, sous un régime spécial et jurisprudentiel et spécial de la Cour constitutionnelle. Alors, on va y aller palier par palier. Commençons par les conséquences sur le plan technique, par exemple. Vous avez estimé que, un peu comme vous l'avez dit, au-delà d'un régime spécial et consort, mais sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan juridique, il y aura vraiment des conséquences. Mais sur le plan technique, qu'avez-vous retenu? D'abord, on plante le tableau pour faire montrer aux téléspectateurs qui croient encore que c'est possible de rejeter la machine à voter. Je dis à ce stade non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en droit des contrats, la CENI a déjà fait la commande totale et a déjà versé l'argent. Donc aujourd'hui, refuser. On attend la livraison tout simplement. La livraison est déjà à partir.
on attend maintenant la totalité des livraisons. C'est qu'à ce stade, rejeter l'usage de la machine à voter veut dire la CENI récupère les 100 000 machines à voter, le garde sans les utiliser. Et maintenant, la CENI va se tourner encore vers le gouvernement pour demander au gouvernement de lui donner l'argent pour aller encore en Afrique du Sud, parce que c'est là d'habitude, afin de faire encore une commande aux imprimeurs. Ça va prendre du temps. Et le temps et le moyen. Le moyen. Vous connaissez que nous avons tous étudié les finances publiques. L'argent qui était destiné pour acheter le bulletin papier, parce que la CENI, on lui a demandé de chercher des moyens et des voies rationnelles pour alléger les coûts. C'est comme ça que la CENI a vu, en utilisant la machine à voter, on gagnerait 160 millions. Et parce que le pays n'en avait pas. Donc, l'argent qu'on pouvait acheter ou bien faire imprimer le bulletin papier, payer les transports, cet argent est déjà dépensé. On a intérêt pour épargner le pays de violence et tout ce que vous savez. Je crois qu'il faudrait qu'on dépense encore plus pour éviter les chaos dans ce pays. Non, précisons ça. Donc, ceux qui veulent qu'on rejette la machine à voter, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le gouvernement inscrive cette dépense à cette session parlementaire du septembre, qui est une session budgétaire. Et l'exécution du budget 2019, c'est à partir du 31 janvier 2019. Donc là, c'est en février 2019 qu'on donnera encore l'argent à la CENI pour que la CENI puisse aller imprimer le bulletin en Afrique du Sud. Encore qu'il faut qu'on envoie, qu'on doit avoir cet argent. Encore qu'il faut avoir cet argent. Donc, ou, deuxième possibilité, priver le militaire, les fonctionnaires de leur salaire et chercher 200 millions pour et ne pas donner le moyen, acheter les munitions pour l'armée, laisser les gens mourir à Béni et chercher 200 millions pour donner à la CENI. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Là, c'est toujours sur le plan technique. Maintenant, les conséquences techniques. Parce que on rejette la machine à voter, il n'y a pas autre substitut pour aller aux élections le 23 décembre. Ce qui fait que lorsqu'on rejette la machine à voter, je vous démontre qu'avec le bulletin papier, là, il faut attendre 2019. Et lorsque maintenant on est en 2019, il y aura encore l'émergence de nouveaux majeurs. Vous connaissez encore comment l'opposition s'est levée pour que les mineurs puissent avoir le droit de vote. Et c'est-à-dire la CENI doit programmer un nouveau calendrier électoral à y intégrer. Donc il faut un nouveau fichier électoral. Le nouveau fichier électoral. De l'actuel fichier la électoral. Révision du fichier électoral. Revenir encore à l'enrôlement de nouveaux majeurs. Et en enrôlant le nouveau majeur, ça perturbe la loi sur la répartition des sièges. Parce qu'il faut encore calculer, il faut avoir encore une nouvelle loi de répartition des sièges. Et lorsqu'il y a une nouvelle loi de répartition des sièges, on doit même révisiter les listes définitives de candidatures à la législative nationale comme provinciale. Voilà les conséquences techniques. Et ça, oublier toutes les dépenses y afférentes. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, là encore, c'est catastrophique. Parce que regarde, John, sur le plan politique, on vous dit ici, dans l'accord, l'accord vous dit à son chapitre 3, section D, paragraphe 2, point A. Les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux en exercice restent en fonction jusqu'à l'installation effective des nouvelles assemblées législatives et délibérantes correspondantes ici des prochaines élections à organiser conformément au calendrier convenu. Donc, sur le plan politique, l'accord de Saint-Sylvestre, qui défend tout le monde, dit ceci: le sénateur, le député, le gouverneur, il reste en fonction jusqu'au nouveau calendrier convenu. Or, le nouveau calendrier convenu, c'est le calendrier du 23 décembre. Donc, dépasser le 23 décembre, selon l'accord,
toutes les institutions politiques à mandat électif tombent. Donc, cette disposition d'accord vient compléter l'arrêt de la Cour constitutionnelle en précisant la durée du glissement. Deuxième chose, quand vous allez au chapitre 4, section 2 de l'accord politique de Saint-Sylvestre, vous dit quoi? Que les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections à une séquence présidentielle, législative, nationale et provinciale au plus tard en décembre 2017. Donc décembre, c'est-à-dire, prenons l'exemple du football. Le match se joue 90 minutes. C'est ça, décembre 2016. Nous avons connu première prolongation. C'est-à-dire de décembre 2016 jusqu'en décembre 2017. C'est comme en football, prolongation 15 minutes x 2. Et après prolongation, on passe au tir au but. Et après tir au but, il n'y a plus encore une autre prolongation. Donc les tirs au but, c'est quoi? C'est maintenant ici. Toutefois, le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral, donc le CNSA, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des dites élections. Donc ici où nous sommes, nous respirons par artificiel de toutefois. Sinon, c'était en décembre 2017 qu'on devrait organiser les élections selon l'accord. Mais est-ce que c'est toutefois ne pas valable, malgré si on ratait par exemple au 23 décembre, est-ce qu'on ne pourra pas, dans le cadre de ces toutefois, continuer? Non, non. C'est-à-dire le principe c'était, on fait une prolongation d'une année pour organiser les élections. Vous avez vu, il y a eu des gens qui sont morts ici, en décembre. Vous oubliez, nous pleurons Russie. Russie est mort. C'est les événements de décembre. Les gens n'ont pas bien fêté le Noël et les bonnes années ici. C'est les CLC a été créé pour réclamer les élections au mois de décembre 2017. Donc, sur le et plan... maintenant, on réclamait les élections avant que le fichier électoral soit nettoyé, soit actualisé. Maintenant, nous avons le fichier électoral. Il y a les élections dans deux mois et quelques jours. On pose maintenant le préalable. Donc, sur le plan politique, l'accord va expirer, l'accord va tomber. Donc, toutes les institutions à mandat électif aussi, selon vous... Pas selon moi. Mais vous oubliez l'article 70 alors, qui demande au chef de l'État de rester en fonction de la Constitution. Là, vous me posez la question des conséquences juridiques. Ah, allons-y. Conséquences juridiques. La Constitution est claire. Par exemple, vous évoquez l'article 70 de la Constitution qui a 2 alinéas. L'alinéa premier en légistique, c'est l'esprit mère d'une disposition qui vous prescrit que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. C'est ce qu'on parle ius temporis, la compétence temporelle. C'est comme John, vous avez un ordre de mission de 10 jours, donc c'est 10 jours. Track, il y a un véhicule, il y a jaune. Oh, ils ont une couleur jaune. C'est 15 jours, c'est 15 jours. Visa de 1 mois, c'est 30 jours. Dépassé, c'est le visa est expiré. Ça ne peut plus produire les effets. Donc, après 5 ans, la compétence du président de la République n'existe plus. Mais l'alinéa D vous dit ceci, ça peut arriver. C'est ça l'interprétation. C'est ça l'arrêt maintenant de la Cour constitutionnelle. Évoque une exception. Ça peut arriver que pour des raisons techniques, de force majeure, qu'il y ait peut-être quelques jours. Et lorsque on a saisi la Cour constitutionnelle, c'était au mois de, je crois, de mai ou d'avril. Et la Cour constitutionnelle, en prononçant son arrêt le 24 juin 2016, supposait que cette contrainte technique électorale ne pouvait pas dépasser 6 mois.
Mais aujourd'hui, nous allons au-delà des tiers de mandat de 5 ans. Ce qui est non-sens en logistique et en droit public. D'autant que l'alinéa 2 ne peut pas mettre en état l'alinéa premier, sinon l'alinéa premier n'a plus de valeur. Donc l'article 70 ici ne va pas s'appliquer ici. Donc même l'institution président de la République tombera également. Évidemment. Maintenant, lorsqu'on n'organise pas les élections le 31 décembre, selon les bons droits, la Cour constitutionnelle, vous avez vu allusion de la Cour constitutionnelle au Gabon, les conseils constitutionnels, ça fait tomber des institutions qui étaient illégitimes. Mais en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y aura du vide partout. Président de la République, personne. Gouvernement, personne. Au Parlement, les députés sénateurs vont également partir. Si je vous comprends, même au niveau de province, le gouverneur tombe aussi. Et les Donc nous sommes dans un État non gouverné. Les députés provinciaux tombent, tout ça. Première chose d'abord, ce qui est positif, l'argent qu'on dépensait pour payer les gouverneurs des provinces qui ne font rien, et les députés provinciaux qui ne font rien, et les députés nationaux et les sénateurs qui ne font rien, ça va sourire les trésors publics. Mais nous devons avoir souci du vide au sommet de l'État, au poste du président de la République, les vides institutionnels. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut signaler que la Constitution n'a pas prévu une période de transition, ni un président de la République de la transition, comme évoquent certains profanes en droit public. Mais la transition, je crois, évoquée à l'article 74, 73, je crois, ou le président du Sénat, si je me trompe, je parle de on parle de la vacance. Une transition. Là, on parle de vacances. Vacances au poste du président de la République. L'article 75 est clair. En cas de cette vacance, ne parle pas d'une transition ou d'un président de transition. Mais l'article 75 parle d'un président de la République par intérim, qui devrait être le président du Sénat. Or, à ce temps-là, le président du Sénat et ses collègues sénateurs seront déjà au chômage. Papa Kengo sera déjà au chômage. Alors, mais au Sénat, il ne sera qu'une seule personne, Joseph Kabila, qui, en perdant... Par quelle magie? Lui, selon l'article 104 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus deviennent d'office le sénateur à vie lorsqu'ils perdent leur mandat présidentiel. Donc Kabila, en perdant son mandat présidentiel, son poste de président de la République, d'office, il n'a pas besoin qu'on puisse l'installer parce que la Constitution l'a déjà installé. Il devient d'office sénateur à vie. Et en état sénateur à vie, seul dans le Sénat, parce que les autres sénateurs élus, leur mandat est expiré, ils seront des chômeurs. La Cour constitutionnelle ne va plus se poser la question est-ce qu'il est le président du Sénat, parce qu'il n'est qu'un seul élément. Le principe systémique est clair. Un élément unique dans un système joue tous les rôles. John, si vous êtes seul à la maison, vous êtes femme, vous êtes enfant, vous êtes cuisinier, vous êtes tout. Et vous savez toutes les difficultés qu'il y a. Alors, on prendra maintenant l'honorable Joseph Kabila, on l'amènera devant la Cour constitutionnelle pour prêter serment, cette fois-ci comme président de la République par intérim. Et là, il va prêter serment conformément... Mais cet article parle du président du Sénat. Mais vous parlez du président de la République comme sénateur. Mais je dis... Tout court. On parle du président du Sénat. Oui. Mais au Sénat, il n'y aura qu'un seul sénateur à vie. Je vous parle du principe systémique que lorsqu'il n'y a qu'un seul un élément unique dans un système, l'élément unique joue tous les rôles. Donc en étant seul dans le Sénat, il joue le rôle de président du Sénat. Et c'est à ce titre qu'il viendra prêter serment comme sénateur et comme président de la République à l'intérim. Et là, conformément à l'article 87 de la loi qui régit la Cour constitutionnelle,
Donc là, il va prêter serment pour veiller à l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. Mais monsieur, pour le président de la République, vous évoquez, vous trouvez des justifications pour faire comprendre que il deviendra président interminaire, Joseph Kabila. Mais non, pour le gouvernement, ça sera en fonction, sur base de quel principe on va mettre en place ce gouvernement. Au niveau de province, comment on va faire pour mettre en place, nommer les nouveaux gouverneurs? Comment ça va se passer? Non, ici le président n'a pas le pouvoir de nommer le gouverneur. Mais au niveau des provinces, il choisira parmi les technocrates les commissaires spéciaux. Nous avons un précédent sur ça. Mais au niveau du gouvernement central, il faut considérer que la Constitution parle que le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire. Mais là, il n'y aura plus la majorité parlementaire, d'autant que tous les mandats est déjà expiré. Le président mettra en place un gouvernement de technocrates. Vous donnez beaucoup de pouvoir au président. Alors, c'est en fonction de quoi que le président doit nommer les commissaires spéciaux? Nous serons sous un régime jurisprudentiel. C'est la Cour constitutionnelle qui pouvait, dans son arrêt, déterminer ça. Les limites et les pouvoirs du président à cette période. Mais aussi, il y a l'article 69 de la Constitution qui donne le pouvoir de régulation des institutions. Mais ici, nous devons comprendre que nous serons sous un régime jurisprudentiel et spécial. Il n'y a pas de nouveau. Tchibala est là. C'est en violation de la Constitution. Parce que c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut aller au-delà. Ce n'est pas pour rien que vous voyez parmi les membres de la Cour constitutionnelle, les politologues, et la loi même qui régit la Cour constitutionnelle, prescrit que toute personne, tout Congolais qui a déjà fait plus de 15, ou qui a fait déjà 15 ans comme expérience politique, peut devenir membre de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce chemin n'est pas diabolique? Félix, c'est pas un chemin diabolique, oui. Peut devenir membre de la Cour constitutionnelle, mais jamais comme juge dans l'ordre judiciaire. Est-ce que ce n'est pas un chemin diabolique que vous venez de peindre tout à l'heure? Non, ce n'est pas un chemin diabolique. Nous ne faisons que réfléchir et alerter à l'opinion nationale et internationale. Est-ce que c'est avantageux, ce régime spécial? Le rejet de la machine à voter doit avoir comme conséquence un déluge politique et juridique et constitutionnel. Alors, devant ces chaos, nous allons nous tourner tous devant la Cour constitutionnelle quant à elle d'établir ce régime jurisprudentiel et spécial. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une alerte. Mais est-ce que ça sera, en ce moment-là, vous pensez-vous que les choses pourront marcher telles que vous les avez présentées tout à l'heure, quand on sait déjà qu'on a une classe politique qui n'accepte plus n'importe quoi? Il faut avoir une classe politique qui réfléchit intelligemment, pas qui aboie. Une classe politique qui respecte la science. Le débat sur la machine à voter devrait se faire à l'ISIPA, à la faculté de maths et info, dans une salle de conférence où on appelle les ingénieurs en informatique, les cyberjuristes, et on débat sur la machine à voter et on donne des recommandations. Mais quand on a une classe politique qui crie du matin au soir sans donner des alternatives, sans donner des conseils, des recommandations, c'est pitoyable. Et je vous dis, parce que notre constitution a beaucoup de lacunes. John, allez consulter la constitution même rwandaise. Je crois là, des articles 100 et 4 et tout consort 100 et 5. Prévoit que à la vacance de la présidence de la République, le président du Sénat. Et si le président du Sénat est un jour empêché, on prend le président des chambres de députés. Et si le président des chambres de députés est empêché, on prend le premier ministre. Mais notre constitution est muette. Donc si les chefs de l'État et les sénateurs, tous mouraient dans un même avion, dans un même accident d'avion, on doit recourir à qui? C'est à la Cour constitutionnelle. Notre constitution n'a pas prévu, lorsque le président est élu avant qu'il prête serment, mais qu'est-ce que ça doit se faire? Mais lisez la constitution de Brazzaville, lisez la constitution, on prévoit tout ça. Vous pensez que donc, à chaque fois, lorsque notre constitution aura de lacunes à faire,
c'est des jurisprudences de la Cour constitutionnelle qui sera là pour compléter. Donc, et tout ça peut être évité si on accepte des élections avec la machine à voter. Il n'y a que cela, c'est l'unique voie. Ici, nous sommes devant des politiciens que je n'arrive pas à comprendre. Excusez-moi de présenter cette anecdote. Nous avons connu l'impossibilité d'organiser les élections en 2016 comme prévu par la Constitution. Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait un défi financier et logistique. La CENI cherche une alternative, la machine à voter. Nous sommes comme quelqu'un, on vous dit que votre femme, c'est impossible d'accoucher. Parce que l'enfant se présente dans une mauvaise position. Ça, c'est l'accoucheuse qui dit ça. Et le gynécologue dit, c'est possible, je vais faire la césarienne. Et un avocat de la famille s'insurge contre ce gynécologue pour dire non, c'est un coup et blessure volontaire. Pourquoi? Tu l'as blessé volontairement avec une mais vous savez qu'on ne peut pas aller à la césarienne sans avoir l'autorisation du mari. Deuxième exemple. La CENI veut d'abord. Deuxième exemple. Tout le monde. Je suis en train de voir les gens, un président par exemple de CBS, la maison, le bureau était déjà fermé et il y a eu un incendie ici et les voisins viennent pour sauver le matériel et les gens qui habitent ici s'il y a des enfants qui dorment. Et il dit non, non, je vais vous poursuivre pour destruction méchante. Pourquoi vous avez détruit? Alors qu'il venait pour sauver les objets incendiés. C'est ça la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut s'interroger aussi sur le vrai mobile de ceux qui sont contre cette machine à voter. D'abord, c'est une machine, l'usage n'est pas garanti par la loi, ni électorale, ni la Constitution. Deuxièmement, cette machine à voter s'émet de doutes pour la transparence des élections. J'ai apprécié l'UDPS lorsqu'elle a adressé 45 questions. C'était des questions qui venaient vraiment d'un laboratoire hautement scientifique en informatique. Et la CENI a donné de très bonnes réponses. On pouvait aller dans ce sens-là. Mais on a compris que les gens ne veulent pas les élections. Et c'est pourquoi nous voulons que des institutions tombent. Parce que ceux qui continuent à prendre l'argent de l'État parce qu'ils sont des sénateurs, ils sont des députés, ils sont des gouverneurs, et les présidents des partis qui continuent à gérer leurs cotisations, ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Ça, c'est une réalité. Parce que je suis cyberjuriste. Cette machine à voter, on a désactivé toutes les options d'un vote électronique classique. Et on a laissé qu'une option imprimante. C'est comme les ordinateurs que vous voyez dans les bistrots ou dans des boîtes. Ils n'ont qu'une seule option de faire la musique, de faire danser les gens. C'est comme les téléviseurs que vous voyez que les enfants jouent les Nintendo. Hein? Ça ne montre pas les informations de CBS, mais c'est pour les jouer. Et c'est comme ça aujourd'hui avec les ordinateurs de vote que la CENI va utiliser. Le vote est manuel, assisté par l'ordinateur. Et la comptabilité sera manuelle. Jean-Pierre Bemba, un homme civilisé qui avait déjà l'agenda électronique depuis 2005. Il est allé là, très sceptique devant la machine à voter. Est-ce qu'il a vu qu'il peut y avoir la tricherie? Non. Il a compris qu'il n'y aura pas la tricherie, mais ça peut retarder si le lecteur fait comme ce qu'il a fait en faisant 6 minutes. Et c'est les 6 minutes, c'est parce que le président Nanga lui expliquait qu'il faut faire ceci. C'est pourquoi ça fait 6 minutes. Donc, je trouve que les débats sur la machine à voter devraient être révolus. Et qu'à ce moment, il fallait que les candidats puissent s'organiser pour placer les témoins partout. Que les témoins de l'ensemble au Katanga sécurisent les suffrages de tous les candidats. Que les témoins de Félix Tshisekedi sécurisent les suffrages des Kamere et les autres. Les témoins de MLC à l'Équateur sécurisent. C'est comme ça qu'il fallait réfléchir. Que rester à tourner, à rejeter. Et encore, c'est parce qu'encore l'opposition avait rejeté le premier calendrier de 2005 qu'il y a eu glissement. L'opposition encore avait rejeté le fichier électoral qui s'est corrompu, tout ça. On est allé encore à un nouveau enrôlement, un nouvel enrôlement, et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Qui peut porter la responsabilité aujourd'hui de toutes les conséquences que je viens énumérer par le rejet de la machine à voter?
C'est ça la Je question. crois qu'on va attendre la 4e tribune. Évidemment. Oui, pour voir, je sais peut-être si vous avez une idée sur quoi ça va porter, mais je crois que l'opinion est déjà habituée à suivre tout ce que vous faites en termes de réflexion couler sous forme d'une tribune pour pouvoir alerter et aviser l'opinion. Nous vous remercions et nous vous encourageons. En même temps, nous vous félicitons pour les temps que vous mettez pour réfléchir sur des sujets qui nous préoccupent et faire des propositions. Tant mieux si c'est une vérité difficile à être acceptée. Merci. Ce soir, nous recevons Maître Carlos Mopili. Il est manager national de la clinique électorale de la dynamique chrétienne pour les droits humains et de l'environnement. Avec lui, on parlait de la 3e tribune qui venait d'être dévoilée depuis hier à l'opinion nationale et internationale. On va vous retrouver le mercredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Suivez-nous.